Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. God morning. Alors là... Ah oui, c'est difficile. Hein. Ça ressemble à du coréen, mais c'est du suédois. C'est du suédois, voilà, d'accord. Avec l'accent anglais par-dessus. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin une info politique inédite et Anne Le Gall qui innove. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel, on commence avec vous et la publicité sur Internet qui va très bientôt, d'ici 3 ans, surpasser la pub à la télé. Et là, on parle d'un marché au niveau mondial. Voilà, alors c'est déjà le cas en Grande-Bretagne. La pub sur Internet en Grande-Bretagne a dépassé la pub à la télé. En France, on n'y est pas encore. La pub à la télé, ça représente 31% du total de la pub. Internet, c'est 28% en 2014. Mais vous voyez, ça monte, c'est 29% en 2015. Et la bascule se fera en 2018, donc dans 3 ans. Et c'est une évolution qui a de très lourdes conséquences parce que jusqu'à présent, l'argent de la publicité allait quasi intégralement dans la poche des médias. C'était quasiment automatique. Voilà, c'était la télé, la radio et la presse écrite. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'argent de la pub, et on parle d'un tiers, échappe aux médias et va désormais dans le monde d'Internet. Et quand je dis dans le monde d'Internet, c'est une poignée d'acteurs. C'est Apple, c'est Google et Facebook. Voilà. Mais ça va poser un problème de financement pour les médias traditionnels, Axel. Eh bien, exactement, puisque l'argent de la pub qui les finançait disparaît sous leurs pieds. Donc les médias doivent trouver de nouvelles recettes et ce n'est pas facile. De ce point de vue d'ailleurs, le modèle Canal+, qui repose non pas sur la publicité, sur le payant, mais sur l'abonnement, c'est peut-être un modèle plus pérenne. Alors sinon, il y a une autre piste. C'est d'aller frapper à la porte des gens qui sont riches. Donc d'aller frapper auprès de ces géants d'Internet. C'est une inversion totale du monde. À l'époque, c'est les sites Internet qui allaient vers les télés. Là, c'est les télés qui vont aller vers les sites Internet. Et vous avez Facebook qui est en train de passer les accords avec les journaux. Si les journaux donnent leurs articles en priorité sur Facebook, eh bien Facebook partage avec ces journaux une partie des recettes publicitaires. Mais oui, les médias doivent se réinventer, trouver de nouveaux modèles. Alex Taylor. Ça m'étonne un peu ce que vous dites parce que j'ai l'impression que c'est archi présent partout parce que j'ai cherché il y a 3 semaines pour un canapé pas cher sur Internet et maintenant quand je regarde la presse européenne tous les matins, il y a toujours des canapés qui voltigent sur mes unes. Ah oui, donc, mais c'est Google qui gagne l'argent. C'est Google qui place sur vos liens des publicités et l'argent va dans la poche de Google. Mais Axel, de toute façon, il y a une évolution toute trouvée, c'est que les médias traditionnels vont sur Internet. Ça c'est vrai, avec du contenu. Oui, mais encore faut-il qu'ils gagnent de l'argent sur Internet. Donc c'est ce qu'essaye de faire Facebook, qui donne un peu d'argent aux médias. On va parler avec vous, Alex Taylor, de cette situation des migrants, alors que c'est vrai que le reste de l'Europe a du mal à gérer l'arrivée des migrants. On a vu ce sommet des ministres de l'Intérieur qui s'est mal passé, mal terminé hier soir à Bruxelles. Comme souvent, oui. Eh bien, il y a des solutions innovantes qui existent, mais il faut aller les chercher. Vous les avez trouvées en Scandinavie, Alex. Oui, alors d'abord en Suède, avec le lancement de Refugee Air Réfugiés. C'était d'abord une campagne Facebook. Maintenant, ils ont déjà un bureau et des fonds. L'idée, c'est de négocier avec SAS, la compagnie aérienne suédoise, pour qu'elle accepte à bord des réfugiés depuis la Turquie et la Jordanie pour éviter donc les traversées mortelles en mer. Alors, il faut savoir, pour le moment, les compagnies refusent toujours, suite à un règlement européen de 2001, qui les rend responsables si les demandeurs d'asile sont refusés. Donc, ils doivent payer le séjour. Aujourd'hui, si on prend l'avion avec un réfugié, mais qu'il est refusé, c'est à la compagnie de le gérer derrière. Ouais, le séjour et le retour. Donc, Refugee Air s'engage à rembourser les frais en cas de refus. Il travaille déjà en amont avec des associations des droits de l'homme sur place en Turquie pour sélectionner les candidats éventuels. Et ils ont également promis un premier charter financé par leurs soins. C'est du crowdfunding, donc les gens donnent de l'argent sur Internet. Avant les premières neiges à Stockholm, c'est-à-dire dans un mois à peu près, il y aura un charter avec des réfugiés depuis la Turquie ou la Jordanie. Autre solution surprenante, vous l'avez trouvée en Norvège, celle-là. Alors ça, c'est carrément très surprenant. Ce sont les Verts norvégiens qui proposent très sérieusement de renvoyer des réfugiés à Svalbard, un archipel situé entre l'Arctique et l'Atlantique. Ah bon ? Pour le moment, il y a plus d'ours polaires que d'habitants. C'est le Spitzberg. Voilà, c'est ça. Vous connaissez apparemment. Oui. Voilà. Alors, jusque-là, c'était plutôt une initiative un peu cynique de l'extrême droite norvégienne, le Parti du Progrès. Mais ça a été repris sérieusement depuis quelques semaines par les Verts sur place dans l'archipel pour repeupler leur île. Alors, évidemment, il y a un grand débat partout sur les migrants. En Norvège aussi, par exemple, ça vire parfois au ridicule parce que selon la loi norvégienne, les réfugiés ne peuvent pas accéder à la Norvège ni à pied ni en voiture. Donc, il y en a plein qui ont pris des vélos
pour traverser la frontière avec la Suède. Donc la presse, depuis 2 ou 3 semaines, montre des photos de ces réfugiés arrivant à vélo pour contrecarrer la loi. Donc c'est un peu la preuve en plus de ce flou en ce moment sur la législation. Tout le monde est un peu perdu. Et oui, parce qu'il y a une route qui passe par la Russie. Ils font le grand détour par la Russie et ils arrivent en Norvège par le nord. Je sais pas s'ils le font à vélo. À vélo, si. C'est un vrai GPS, Axel de Tarlet. Hein. C'est fou, un vrai GPS, ce garçon. Alexandre Carra, on parle politique et on parle toujours de ce dossier des migrants, évidemment très présent. Et vous nous révélez ce matin que la réunion des ministres de l'Intérieur à Bruxelles a bien failli, enfin, même c'est quasiment terminé sur un échec quand même, non ? Non, c'est un demi, on va dire, c'est un demi-échec. Il y a eu quand même des résultats et ça aurait pu être bien pire parce que imaginez-vous qu'il s'en est fallu de peu pour que ça soit pire. Il s'en est fallu d'un coup de gueule, le coup de gueule de Bernard Cazeneuve. Tiens donc. Hier, un peu après 20h, la réunion s'éternisait et effectivement, le ministre de l'Intérieur français a tapé du poing sur la table, ce qui a permis quand même d'avoir la conclusion des hotspots, vous le savez, en Italie. Centres de tri. Exactement, et en Grèce, et ce n'est pas si mal. Et il a été soutenu là-dedans sur cette position par Thomas de Maizière, vous savez, qui est son ami et son homologue allemand. Mais alors ça veut dire quoi, Alexandre ? Ça veut dire que Bernard Cazeneuve, il a perdu ses nerfs, il a perdu son sang-froid, ou alors qu'il faut vraiment taper du poing sur la table pour se faire entendre en Europe aujourd'hui ? Non, ça veut dire surtout qu'il faut une stratégie. Et cette stratégie, elle a été élaborée dimanche dans le bureau de François Hollande avec Angela Merkel. C'était un conference call, donc une conversation téléphonique à laquelle a été convié Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Et ensemble, ils ont décidé que c'est la France qui allait monter au créneau lors de cette réunion des ministres de l'Intérieur. Tout ça a été préparé à l'avance, Tout ça a été préparé. D'accord, mais pourquoi la France et pas l'Allemagne alors ? Tout simplement parce que la politique migratoire en ce moment pose un certain nombre de problèmes avec les voisins de l'Allemagne. Et c'est vrai que les pays de l'Est sont pas ceux qui sont dans les meilleures dispositions vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, en termes de stratégie, c'est la diplomatie dans la diplomatie. Exactement. La France semblait la plus à même de monter au créneau. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est la plus grosse crise que traverse, plus grande crise que la Grèce même, que traverse l'Europe. Pourquoi est-ce que les dirigeants ne se réunissent pas pour trouver une solution ? Il va bien falloir. Au niveau du dessus. Parce que ça arrange tout le monde. Enfin, ça arrange surtout la France et l'Allemagne en réalité. Parce que par exemple, si la réunion d'hier s'était passée au niveau des dirigeants, il n'y aurait pas eu d'accord. Pourquoi il n'y aurait pas eu, d'accord, en tout cas sur les hotspots grecs et italiens, il n'y aurait pas eu de progression. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des dirigeants, il faut une majorité totale. Il faut l'unanimité. Alors qu'au niveau des ministres de l'Intérieur, il suffit d'une majorité qualifiée qui se fait en pondération par rapport à la population des pays. Alors imaginez quand la France et l'Allemagne parlent d'une seule voix, c'est quand même plus facile. Et en tout cas, ce que vous nous apprenez ce matin, Alexandre Carra, c'est qu'après une organisation très précise des choses avec l'Allemagne, c'est donc un coup de gueule de Bernard Cazeneuve qui a permis que le sommet d'hier avance un petit peu et fasse un peu bouger les lignes. Sur un demi-succès ou un demi-échec, suivant les analyses. On innove tout de suite, Anne Le Gall. Anne, l'innovation, ça se joue aussi sur les terrains de sport. On va parler rugby avec le 15 de France qui a fait appel aux toutes dernières innovations technologiques pour s'entraîner. Évidemment, le but, c'est de gagner la Coupe du Monde. Par exemple. Et alors, parmi ces innovations, il y a d'abord l'usage du GPS. Les joueurs du 15 se sont habitués à porter dans le dos, au niveau des omoplates, un petit boîtier qui a la taille de la moitié d'un portable à peu près. Et en fait, cette balise permet, par géolocalisation, d'avoir en temps réel la position, la vitesse, la trajectoire et même la distance parcourue par chaque joueur sur le terrain. Ça permet aussi de mesurer les impacts, les chocs reçus et donnés. Évidemment, ces données sont précieuses pour connaître l'état physique des joueurs et puis la stratégie d'équipe. Et puis, ça permet aussi d'ajuster l'entraînement en temps réel. Ça a été utilisé beaucoup par le 15 avec notamment donc un coach derrière un écran qui voit, qui a la vue d'ensemble de l'équipe et puis un autre sur le terrain avec une oreillette qui reçoit des instructions et qui peut les donner de façon très personnalisée aux joueurs. Maintenant. Exactement. Alors, il y a ça. Et puis, l'autre technologie qui a été beaucoup utilisée, c'est le simulateur de mêlée. C'est quoi, c'est un simulateur de mêlée ? C'est pour les politiques, ça, c'est pour Monsieur Carra. C'est quoi, c'est une machine ? C'est une machine, exactement. C'est une machine, c'est une sorte de robot. Ça ressemble à une grosse araignée en métal mise au point avec la société Thales. Et ce simulateur simule le comportement de l'équipe adverse lors d'une mêlée. Ça veut dire que les joueurs prennent appui sur une armature rembourrée et la structure qui se commande par un petit joystick renvoie la poussée dans tous les sens de façon à simuler l'équipe adverse et donc la structure peut se déplacer sur une distance de 4 mètres. C'est comme un simulateur de vol, quoi. Exactement, c'est la machine qui permet de recréer la réalité. Et puis il y a un autre exemple de simulation par la technologie, c'est la réalité virtuelle qui permet aussi aux joueurs d'entraîner leur vision périphérique. Alors là, ça se passe devant un écran, le joueur doit suivre des yeux des balles et la machine analyse l'efficacité de leur balayage visuel et donc ça permet de s'assurer que le joueur
peut prendre toutes les informations sur le terrain pendant le jeu. Donc c'est une technique encore confidentielle, mais ça devrait se développer dans le futur. Mais c'était l'équipe d'Allemagne lors du mondial de football qui avait analysé comme ça en statistiques et en big data, qui avait compilé toutes les stratégies des équipes adverses et ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc le 15 de France va gagner. Allez les petits, en tout cas, Philippe Saint-André, il croit, il le dit dans l'équipe. Il y a le seul champion du monde de rugby. Oui, justement, je voulais savoir, Anne, est-ce que vous pensez que ça va vous permettre de battre l'équipe anglaise? On peut y croire. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme dit Giroud, mon cher Alex Taylor. Rideau sur le kiosque, on se retrouve demain à 7h15.